se concentrer sur les 5 clés pour progresser en expression écrite. Je vous préviens, c'est pas la compétence la plus simple pour progresser seul. Idéalement, c'est bien d'être accompagné d'un enseignant, mais on va quand même voir quelques astuces aujourd'hui. C'est parti. Numéro 1, la lecture. C'est mon conseil le plus important pour aujourd'hui. Vous devez le savoir, un bon écrivain, c'est avant tout un excellent lecteur. Vous ne pouvez pas bien écrire l'anglais si vous ne l'avez pas bien ou beaucoup lu au préalable, et ces deux compétences vont de pair. Vous allez voir, c'est pareil dans toutes les langues. Si pendant un temps vous ne lisez plus de français, vous allez perdre en niveau. Alors, quels sont les avantages concrets de la lecture? Eh bien, tout d'abord, elle va vous aider à consolider vos acquis, à consolider ce que vous avez appris en termes de grammaire et de vocabulaire, par exemple. Il faut savoir que le cerveau, pour engrammer une information nouvelle, il a besoin de recroiser l'item environ 7 fois. C'est-à-dire, vous croisez un nouveau mot, vous faites peut-être même l'effort de l'apprendre. Si derrière, vous ne relisez pas le mot, vous ne le réentendez pas, vous ne le réutilisez pas pendant un certain nombre de mois, il va être tout simplement oublié. Donc la lecture, ça va être le premier moyen pour ne pas perdre ce que vous apprenez et de continuer à capitaliser sur vos acquis. Donc la lecture, c'est finalement le seul moyen de vous assurer que les nouveaux mots que vous apprenez, les nouveaux points de grammaire, et vous allez les recroiser et vous allez les recroiser de nombreuses fois si vous lisez régulièrement. Deuxième avantage de taille, eh bien c'est la découverte. On découvre une façon de dire les choses, de nouvelles expressions, des idiomes, etc. Troisième avantage concret, c'est que ça vous sert de modèle. Et vous pouvez prendre des notes à partir de ce que vous lisez. Il peut s'agir de structures un peu typiques, de colocation. Alors ce qu'on appelle colocation, c'est 2 mots qui vont bien ensemble, OK? Donc ça peut être, adjectif nom par exemple. Je vous ai mis 2 exemples. Des réformes d'envergure, même en français, c'est une colocation. On dit sweeping reforms ou encore un avertissement glaçant, a chilling warning. Voilà, donc ces associations de mots vont vraiment participer à la richesse de votre propre expression. Donc, n'hésitez pas à vous faire des fiches avec ces associations adjectifs nom ou encore adverbe verbe et à les réutiliser. Alors, quel support choisir? Il va falloir qu'il y ait un intérêt personnel, académique ou professionnel, puisque le but c'est d'y retourner le plus souvent possible. Donc déjà, cherchez un support qui vous plaît. Est-ce que c'est les articles, les magazines, un roman? Vous pourrez donc choisir des thématiques, des genres, soit liés à votre domaine d'études, soit liés à votre métier, ou encore liés à votre passion. Je répète, c'est primordial si vous voulez progresser en anglais, peu importe la compétence, il faut y trouver une dynamique de plaisir. Donc trouvez une entrée qui vous plaît et qui est utile pour vous. Deuxième astuce, il faut que vous réutilisiez les nouveautés. Tout ce que vous venez d'apprendre, il va falloir le réutiliser le plus vite et le plus souvent possible. Par exemple, vous venez de croiser, soit avec de la lecture, soit face à une série, un film, du nouveau lexique, du nouveau vocabulaire, ou un nouveau point de grammaire, ou encore une nouvelle expression. Vous venez de la découvrir, il faut la réinvestir le plus vite possible. Si vous avez comme but de rapidement progresser en expression écrite, je vais vous conseiller de rédiger quelques lignes tous les jours. Et dans ces quelques lignes, vous allez toujours essayer de réinvestir les derniers points que vous avez appris. Et vous pouvez varier les contextes. Pour ceux qui veulent vraiment rentrer dans une hygiène où ils rédigent un petit peu tous les jours, vous pouvez le faire même sous forme de journal. C'est pas forcément un journal intime, hein, ça peut être n'importe quel type de journal, ça peut être les actualités, ça peut être un journal de bord par rapport à son métier, mais pour garder cette dynamique un peu du quotidien, troisième astuce pour vous aider, c'est d'avoir une fiche de structure type pour vous épauler dans un premier temps. Alors, comment est-ce qu'on se constitue, une fiche de structure type? Tout d'abord, ça va dépendre, du type d'écrit dans lequel vous souhaitez progresser ou dans lequel vous avez besoin de progresser. On peut imaginer, 3 types d'écrits, alors évidemment, il y en a encore d'autres, mais on peut imaginer la dissertation académique. Deuxième contexte, ça va être les emails et les contextes d'échanges professionnels. Ou enfin, un écrit plutôt créatif, donc ça peut être du roman, de la publicité ou de la communication. Et là, on va à chaque fois être dans des domaines d'utilisation de la langue différents et vous allez voir que pour chaque domaine, il y a des structures, on va dire, types.
Pour vous donner une idée de quoi je parle, je vais vous donner quelques exemples pour deux contextes. On va regarder la dissertation et les échanges professionnels. Pour la dissertation, voilà trois structures, mais il en existe évidemment des tas. Il ne faudrait pas en avoir juste trois, il faudrait avoir un maximum de contexte. Donc par exemple, pour commencer, j'aimerais mettre en avant l'idée que To begin, I would like to emphasize the idea that da da da. Deuxième exemple, ce qui me frappe le plus ici, c'est que ta ta ta, plus qu'à compléter. What strikes me the most here is that trois petits points. Ou encore, en conclusion, j'aimerais souligner que in conclusion, I would like to underline that da da da. Voilà, en général, quand on entraîne les étudiants à de la dissertation, que ce soit pour un concours ou un examen ou encore à la fac, on leur fournit une liste de structures types à réutiliser. C'est très important si vous n'êtes pas encore très bon à l'écrit, ça permet de baliser votre travail. Vous voyez qu'avec ces petites structures, vous n'avez qu'à les compléter, et en général, on va les compléter assez facilement. Par exemple, sujet, verbe, complément. Donc ça va vous faire diminuer drastiquement le nombre de fautes que vous faites. On va venir augmenter le niveau d'anglais, le niveau d'expression, il est plus riche, il est plus structuré, il est plus académique. Donc, si on est encore une fois dans un domaine d'école ou d'études, on va mathématiquement gagner des points à faire ça. Et puis, plus vous allez prendre l'habitude de manier ce type de structure, moins on sera dans du par cœur, plus vous serez indépendant dedans, et vous allez voir, ça vous aidera grandement. Pour les emails professionnels, c'est la même chose. On a tout un tas de structures un peu typiques qui ont tendance à revenir. Par exemple, nous vous écrivons pour vous informer que ou nous vous écrivons pour confirmer ou pour demander. En anglais, ça donne We're writing to inform you that. Puis, suite de la phrase, or we're writing to confirm da da da, or we are writing to you to request da da da. Deuxième exemple, suite à notre appel téléphonique d'hier, voilà, with reference to our telephone conversation yesterday, et on complète la phrase. Ou encore, voilà, c'est pas vraiment une structure, c'est carrément une phrase. Si je peux vous aider d'une quelconque façon, n'hésitez pas à me contacter. If I can help you in any way, please do not hesitate to contact me. Ici, c'est pareil que pour la dissertation, il en existe des tas de structures comme ça, un peu typiques, qu'on n'a plus qu'à compléter et qu'on n'a plus qu'à compléter de façon assez simple. Ça n'est pas le but ultime, c'est que vous soyez évidemment totalement indépendant à l'écrit, mais dans un premier temps, ça vous aidera énormément. Quatrième clé pour progresser en expression écrite en anglais, il faut se constituer un bêtisier. Donc ça va être un bêtisier des fautes à éviter. Et en gros, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de se créer un outil d'autocorrection. Et ça, c'est très important. Quand je travaille avec mes étudiants, je ne dis pas forcément un bêtisier, j'appelle ça un checklist, c'est-à-dire une liste qui vous permet de vérifier point par point et d'éliminer un maximum de fautes, par exemple avant de rendre une copie ou avant d'envoyer un courrier, un mail, etc. Là, je vous ai mis des fautes un peu typiques. Évidemment, il faudrait une liste beaucoup plus aboutie, mais on regarde. Donc, les S sont souvent manquants, vous le savez, à l'oral comme à l'écrit. Donc, on va déjà vérifier qu'il y a les S pluriels, les S troisième personne singulier. On va aussi vérifier les adjectifs. En anglais, ils sont tous invariables. Ils ne prennent pas de S au pluriel. Ou encore, each et every, en anglais, sont toujours suivis d'un nom singulier. C'est pas comme en français. Autre faute typique, on dit bien I agree pour je suis d'accord et non I am agree. Ça, vous le rayez, c'est vilain, vilain. Et ou encore d'autres fautes, d'autres hésitations, d'autres confusions. Par exemple, la confusion entre after et afterwards. Ce sont deux façons de traduire après, mais ils ne sont pas interchangeables. J'en parle dans une autre vidéo, si vous voulez aller regarder. Vous avez une mini leçon sur after et afterwards. Donc voilà, une checklist pour vocation de vous aider à vous auto-corriger. Dans un premier temps, vous pouvez aller regarder sur la chaîne, vous trouverez une playlist qui s'appelle Vous faites certainement ces fautes. Et ici, j'ai essayé de recenser beaucoup de fautes que les Français font, beaucoup d'hésitations, beaucoup de confusion. Et donc, en général, ce sont des points que j'indique à mes étudiants à mettre sur leur checklist, à bien vérifier qu'eux ne se sont pas trompés. Et enfin, cette checklist, là où elle devient intéressante, c'est quand vous pouvez la compléter de vos propres péchés mignons, c'est-à-dire les fautes que vous faites, qui vous sont personnelles. Il y a les fautes que font tous les francophones, et on les note, parce que souvent on est concerné. Et puis, il y a des fautes qui vous sont
personnel, c'est vos propres péchés mignons et donc vous pouvez personnaliser cet outil pour qu'il soit optimal. Cinquième et dernier conseil, tout le monde ne pourra pas en profiter, mais j'insiste quand même, ce sont les corrections d'un enseignant. Et oui, parce que quand on produit quelque chose, ce qui est intéressant, c'est d'être corrigé. Quand on est en train d'apprendre, on va en faire des fautes. Et s'auto-corriger, même si je vous donne des outils pour le faire, comme la checklist, évidemment, c'est pas suffisant. Il y a des points de grammaire qui sont pas totalement acquis, il y a des confusions qui restent et qui ont besoin d'être expliquées par une personne externe. Donc si c'est pas un enseignant, peut-être quelqu'un dans votre entourage qui est très bon en anglais ou encore tout simplement un anglophone qui pourra pas forcément toujours vous expliquer pourquoi vous êtes trompé et quelle est la règle, il la connaîtra pas forcément s'il n'est pas enseignant, mais il pourra quand même vous aider à reformuler les choses de façon correcte. Donc une correction d'un écrit, c'est fondamental parce que vous allez avoir des retours, vous allez avoir des corrections, vous allez avoir des conseils et surtout, à partir des fautes que vous avez faites, eh bien, on revient à ce que je disais dans notre quatrième clé, vous allez pouvoir compléter votre bêtisier, compléter votre checklist pour viser graduellement de plus en plus d'indépendance. Dernier point pour aujourd'hui, ces 5 clés, il faut les travailler en synergie. Ce ne sont pas des étapes chronologiques à suivre. Il faudra toujours les travailler en spirale. On lit, on prend des notes, on produit, on corrige, on s'auto-corrige et on y retourne. Il faut vraiment prendre l'habitude d'avoir une hygiène de lecture la plus régulière possible. Il faut varier les types de lecture. Vous pouvez lire pour vous faire plaisir, pour vous détendre, mais il faut aussi faire des lectures actives où on a un stylo à la main, on note les expressions, on est attentif à ce qu'on lit, on vérifie, par exemple, on vient de travailler, je sais pas, imaginons que vous venez de travailler sur le prétérit, vous allez lire un roman, regardez l'utilisation du prétérit, soyez attentif, retrouvez les règles que vous avez lues dans votre chapitre qui sont toujours un peu abstraites, un peu théoriques, voyez comment ça marche en pratique pour vous en imprégner un maximum. Si vous reste des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les poser en commentaire, j'essaierai de vous répondre. À bientôt!